C'est le moment donc d'accueillir notre grand invité. Je vous demande d'applaudir Stéphane Bern qui nous rejoint. Bonjour Stéphane Bern, merci beaucoup. Bonjour Julien. De votre présence au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors assez incroyable, c'est que juste en loge, on a vu 2-3 vitraux et vous connaissiez parfaitement les personnes qui étaient dans les vitraux, donc une grande connaissance historique. Oui, mais non, simplement, vous savez, c'est dans ce théâtre que Edmond Rostand a créé ses pièces, et notamment Cyrano de Bergerac. Donc il y a quelques vitraux qui racontent cette histoire. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que il y avait tellement de monde le soir, c'était un tel succès quand on a donné Cyrano de Bergerac que Maurice, le fils de Sarah Bernard, était présent pour assister à ce succès. Il est vite couru chercher sa mère, Sarah Bernard, en disant « Il faut que tu vois un truc incroyable ». Et elle est arrivée ici, la divine Sarah Bernard, premier monstre sacré de notre histoire, du théâtre en tout cas. Donc c'est vraiment un théâtre qui a joué un rôle très important dans l'histoire de la littérature. Et c'était à la fin du 19e siècle. Première question à vous poser. Vous avez donc, quand on vous a contacté, vous n'avez pas beaucoup réfléchi d'ailleurs, vous avez accepté d'être le parrain de notre grand temps fort que sont les soft skills, ces compétences comportementales. On est venu tourner une journée chez vous, quelques pastilles vidéo. Est-ce que depuis ce mois de juin, est-ce que vous avez repensé à ces soft skills? Est-ce qu'ils sont toujours aussi importants dans votre vie professionnelle et dans votre vie de tous les jours à la télé, comme grand présentateur de télévision et pas que? Je ne sais pas si c'est... oui, je crois que c'est essentiel, ces soft skills. Mais ça l'est pour vous tous. Pourquoi c'est essentiel? D'abord parce que c'est une façon de se présenter aux autres. C'est une façon... C'est ce qui permet aux uns et aux autres de communiquer en société. Je crois que c'est ça qui est important. D'abord de communiquer en société et de communiquer aussi avec celles et ceux avec qui vous travaillez ou en tout cas qui pourraient vous recruter. Et je pense que c'est ce qu'on n'apprend plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous félicite pour ce programme qui est très intéressant parce que ça permet évidemment de donner des clés aux étudiants qui leur permettent de gagner un peu de temps aussi, de gagner des places en quelque sorte. Si j'avais eu à mon époque ces quelques éléments, peut-être que j'aurais été plus vite en besogne. Mais je crois que c'est... Parce qu'on ne sait plus tout ça. Ce sont les b.a.-ba qu'on apprenait autrefois dans un mode éducatif, mais qu'on n'apprend plus aujourd'hui à se présenter, le comportement, le langage corporel, cette capacité à s'adapter, à communiquer, à parler avec les autres et à utiliser un langage compréhensible de tous. On en parlait en coulisses il y a 2 minutes, mais c'est vrai que c'est très important de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. C'est ce qu'on me demande, moi, à la télévision, c'est de pouvoir m'adresser à des gens très différents, c'est-à-dire à des personnes seniors, et voilà, ceux qui regardent encore la télévision de façon traditionnelle, et puis de parler aussi à des très jeunes. Donc comment parler à tout le monde? Moi, j'ai trouvé la solution, c'est rester soi-même. Voilà. Mais encore faut-il savoir qui on est soi-même. Quand on est étudiant, on ne sait pas encore qui on est. On met des années avant Et donc, essayer d'avoir un langage, une façon de se présenter, une façon d'être qui assez consensuelle, finalement, et qui puisse parler à tout le monde, et en même temps garder sa personnalité. Parce que rien n'est pire que d'avoir un ectoplasme. Vous voyez, quelqu'un qui ressemble à rien, on ne sait pas ce qu'il pense, vous ne savez pas ce qu'il ressent, pas très motivant, vous n'avez pas envie de vous identifier à un type qui n'a pas de carrure, enfin je veux dire pas de colonne vertébrale. Claire, une question peut-être pour Stéphane? Oui, tout à fait. Alors, dans les capsules vidéo que vous avez fait pour nos étudiants, alors ils les ont tous regardées, donc normalement ils les connaissent bien. Il y a eu un sujet qui me paraît très important pour nos étudiants, c'est celui de la place qu'on occupe dans le monde et dans la société. J'aimerais bien que vous en disiez quelque chose parce que dans une des vidéos, vous dites je sais rester à ma place. Et pourtant, votre place, elle est assez claire pour l'ensemble des gens qui vous connaissent, mais on sentait dans la façon de le dire que vous êtes aussi capable de vous dire quand ma place, elle est de ne pas être là ou elle est d'être moins là. Je suis capable de comprendre qu'il faut parfois que je m'efface ou parfois, au contraire, que je me mette en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment vous voyez cette notion de place dans le monde? Justement, moi, je le fais avec une certaine humilité. C'est que je considère que mon métier, c'est de mettre les autres en valeur. C'est pas de
de me mettre moi en valeur. C'est toujours bizarre quand j'arrive quelque part que les gens me disent « Ah, il y a un people ». Mais non, je ne suis pas un people, je suis là pour mettre les gens qui ont du talent, qui ont fait des choses extraordinaires, de les mettre en scène. Donc il y a ce juste regard sur soi-même. Aujourd'hui, évidemment, on est dans une société du spectacle où tout le monde veut son quart d'heure de gloire. Et c'est vrai qu'on se met en scène sur Instagram, on est, voilà, en 2 secondes, on a l'impression d'être le héros pour ses voisins ou ses amis. Voilà. Toute la journée, les gens me prennent en photo et je ne sais pas ce qu'ils font des photos. Donc ils les mettent sur leur page Facebook, sur leur réseau, etc. Mais ça apporte quoi finalement? Moi, quand je vois une personnalité dans la rue, hier j'ai vu une comédienne dans la rue, je lui ai parlé de son film, j'avais pas envie de faire une photo, ça m'était, oui, j'ai pas besoin de me mettre en scène ou de me mettre en avant. Donc c'est ce rapport au monde qui est d'avoir une certaine humilité, de se dire au fond c'est quoi, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Et ce qui m'intéresse vraiment, mais c'est plutôt l'échange. Un selfie, par exemple, c'est pas un échange. Un selfie, vous prenez quelque chose à l'autre, vous lui prenez son image. Pour en faire quoi? Le mettre sur votre mur? Mais ce mur d'image, parce que même maintenant, on ne développe plus les photos, on les met même plus sur le piano ou sur la cheminée, vous voyez. Donc, ce qui est intéressant, c'est apprenons des autres. Donc, quand je dis je reste à ma place, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de chefs d'État, beaucoup de personnalités incroyables dans le monde. Pour eux, je suis rien. Enfin, je veux dire, je suis juste un valet de gloire. Je suis là pour les mettre en valeur, mais il y a qu'ici dans mon pays où les gens me connaissent, mais ailleurs, je ne suis rien. Donc il faut avoir ce regard un peu humble sur soi-même pour mettre l'autre en disponibilité de vous écouter et de vous apprécier. Pour prolonger ce qu'a dit Madame Souvigné, même dans une capsule, vous parliez de cette capacité d'avoir appris à échanger avec telle ou telle personnalité. Notamment, je retiens un élément, quand vous êtes à la table du roi d'Angleterre ou de la reine d'Angleterre, vous savez ce qu'il faut faire ou ne pas faire, Stéphane. Vous l'avez appris, ça? Comment vous avez fait pour être crédible dans ce monde et être régulièrement invité par la famille royale anglaise? Je pense que l'adaptabilité est quelque chose de remarquable. J'ai été éduqué de telle manière d'être à l'aise avec tout le monde et de me comporter bien avec tout le monde. C'est-à-dire la reine d'Angleterre comme ma boulangère. Et l'une ne vaut pas mieux que l'autre, c'est un être humain qui a les mêmes aspirations, elle n'a peut-être pas les mêmes factures à payer, vous voyez, mais elle a en tout cas les mêmes ressorts. Je pense à un homme qui m'a beaucoup influencé, que j'ai rencontré dans ma vie, qui s'appelait Sir Lawrence van der Post. Sir Lawrence van der Post je crois qu'il est néo-zélandais. Il était néo-zélandais, le pauvre est mort, mais il était le parrain de William d'Angleterre, du prince de Galles. Mais il y a très longtemps, puisqu'il est né, William est né en 82, donc c'était il y a très longtemps. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il a écrit 2 livres qui m'ont marqué, Le désert du Kalahari, puisqu'il a vécu avec les Pygmées dans le Kalahari. Et puis, il a écrit un autre livre sur Blady. Et il m'a appris une règle simple, un mot simple. Il m'a dit, n'oubliez jamais que l'autre est un autre vous-même. Et ben, je trouve que ça démystifie complètement les gens puissants ou importants qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire le premier trône sur lequel ils sont le matin est le même que le vôtre. Et je pense que ça vous fait descendre d'un cran dans vos appréhensions qu'on peut avoir des autres. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, se dire, bon, comment je peux faire pour m'adapter à la personne qui est en face de moi? Alors, si c'est... voilà, je savais que ce matin, j'avais un conseil d'administration, ben, j'ai mis la cravate, j'ai mis le costume. Ce soir, je dois faire une présentation en public aussi. Je vais rester comme ça. Mais si demain j'ai une autre assemblée, ben, je mettrai un jean et une veste. Vous voyez ce que je veux dire? On s'adapte. On s'adapte à l'autre. Ça, c'est dans le langage corporel. On s'adapte à l'autre de telle sorte que, eh bien, il ne va pas nous méjuger ou nous juger durement pour de mauvaises raisons. Je préfère être jugé durement pour de vraies raisons, mais pas pour de mauvaises raisons parce que je n'ai pas le bon code. Je pense qu'il faut avoir les codes. Voilà, pour conduire sur la route, il faut avoir le code. Ben, c'est la même chose. Avoir tous les codes de langage, les codes de comportement, les codes vestimentaires, et on s'adapte. Ça n'empêche pas d'avoir sa personnalité, évidemment.
on peut l'adapter. Vous voyez, mais c'est cette capacité à embrasser le monde et à épouser les codes de l'autre pour ne pas choquer inutilement, pour ne pas blesser, pour ne pas... voilà, je sais, quand j'ai voyagé beaucoup dans le monde, ben, on adapte son habillement, son comportement en fonction des us, des coutumes, des traditions, et je pense que c'est apprécié par tous. Bonjour, je m'appelle Laura et je suis en première année de master luxe. Et la question que j'aurais aimé vous poser, c'est aujourd'hui, vraiment dans le domaine du luxe, selon vous, quels sont les soft skills à mettre en avant le plus et pourquoi? C'est une bonne question. Maintenant, je pense que dans le luxe, c'est le monde de la mode. Et donc je pense que dans le monde un peu feutré, même s'il y a des coups d'épingle aussi, il ne faut pas se leurrer, le monde du luxe est un monde, et le monde de la mode est un monde où la personnalité compte beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu d'excentricité, on peut laisser libre cours à sa propre personnalité, à sa propre identité. C'est plus facile que quand vous êtes dans un bureau, vous voyez... et c'est peut-être comme ça qu'on peut aussi créer du lien un peu plus facilement avec la personne. Exactement. Et même, c'est presque un code de langage. De dire, bah voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de créateurs d'art, d'être assez proche de Karl Lagerfeld et de voir, j'ai vu tous ces looks, je l'ai connu les 15 dernières années ou 20 dernières années de sa vie, je l'ai vu évoluer quand même, hein, avec ses régimes et sa façon de se comporter. Mais finalement, c'était Karl Lagerfeld, donc on trouvait ça très bien. Mais des jeunes créateurs de la même façon. Donc je pense que dans le luxe, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense qu'au contraire, il faut mettre en valeur sa propre identité, sa personnalité, son extravagance, si on en a. Et puis, parce que c'est tout un imaginaire. Et dans le même temps, je pense qu'on ne peut pas être négligé. Rien n'est pire. Quand je vois toutes les... Pardon, je vous raconte des anecdotes, mais quand j'ai commencé à Madame Figaro il y a quelques années, il y avait toutes les rédactrices de mode et elles étaient les plus mal fagotées. Je ne comprenais pas. Je disais, mais comment vous allez à tous les défilés de mode et vous êtes... Habillez-vous. Enfin, c'était comme une sorte de défi au monde du luxe et au monde de la mode. Donc voilà, je pense qu'il faut combiner les deux, être à la fois soi-même et en même temps respecter aussi les vêtements qu'on porte. Bonjour, je m'appelle Hent et ma question est, selon vous, quelle est la maison qui représente le mieux le luxe à la française de par ses valeurs? C'est-à-dire, le monde du luxe a beaucoup évolué au fil du temps. Et autrefois, on disait le luxe, c'était Cartier. Autrefois, au 19e siècle. Aujourd'hui, tout le monde a quelque chose de chez Cartier. Vous voyez, je ne parle pas de la montre, mais après, quand ils ont fait les musts, etc., c'était tout le monde. Donc, vous voyez, on a descendu. J'adore Cartier, le problème n'est pas là. Vous voyez, vous descendez d'une marche. Donc, si vous voulez, le luxe à la française, c'est quoi? C'est d'abord ce qui fait rêver. Ça véhicule un savoir-faire et une excellence. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en relief. Et pour moi, cette maison, c'est la maison Goyard. Je trouve que c'est une fabrication d'autrefois, très, très extraordinaire, d'une qualité. Et on n'en fait pas des centaines de modèles, on en fait juste le bon nombre. Et pourtant, hier, j'allais d'un rendez-vous à l'autre et je suis passé rue Saint-Honoré. Il y avait une file d'attente devant chez Goyard. Je peux vous dire, quand on sait le prix du sac Goyard, on se dit, mais c'est incroyable, le monde entier vient à Paris pour acheter des sacs Goyard. Mais pour moi, ça fait partie des marques qui ont encore... voilà, c'est le summum du luxe. Moi, j'adore évidemment, dans le groupe LVMH, vous avez beaucoup de marques très, très réputées, mais n'importe quel joueur de foot maintenant a un sac Louis Vuitton. Donc, C'est vrai. J'ai une question, elle est un peu longue, je vais vous la lire. Donc, à la lumière de votre carrière professionnelle, à quel point la tragédie de Notre-Dame a-t-elle, selon vous, au travers du patrimoine culturel et religieux qu'elle représente, transcendé toute une nation aussi diversifiée soit-elle? C'est d'actualité. C'est tout à fait d'actualité. Votre question est intéressante, Karim, parce que, évidemment, samedi, j'ai fait 18 heures de direct pour faire vivre ça.
Et voyez-vous, le président de la République m'avait invité à l'intérieur de la cathédrale, mais j'ai préféré être sur le plateau de France Télé, que je pense que j'étais plus utile pour faire vivre l'événement que de profiter tout seul, égoïstement, et de me retrouver parmi les grands de ce monde. Vous voyez, je trouve, quand on disait être à sa place, c'est aussi ça. Et ne pas se laisser emporter par l'hubris, cet orgueil démesuré. Maintenant, pourquoi le monde entier a été ému par Notre-Dame? C'est ça, au fond, le sens de votre question. C'est parce que c'est le livre d'histoire de la France qui remonte à 1163, quand Louis VII et son épouse Adèle de Champagne ont posé la première pierre avec le pape Alexandre III, et que depuis, ça a été le témoin des heures heureuses et des malheurs de notre pays. Et ce n'était pas prévu, si vous voulez, qu'elle parte avant nous. Nous sommes de pauvres mortels, nous passerons, nous disparaîtrons, et elle devait être immuable. Or, il y a 5 ans, elle a failli disparaître. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui défie les lois naturelles. Donc c'est ça qui a ému le monde entier. Et ce que j'ai trouvé formidable dans l'élan pour reconstruire, ou rebâtir, ou rénover, restaurer, vous utilisez le mot que vous voulez, eh bien, c'est que des femmes et des hommes, quelles que soient leurs origines et leurs convictions, ils n'étaient pas mus par la foi des mêmes bâtisseurs du Moyen-Âge. Je suis allé plusieurs fois sur le chantier, et il y avait toutes les confessions, il y avait toutes les religions, il y avait toutes les croyances. C'était une ruche industrieuse de 3000 personnes que je retrouvais là. Et ils ont tous participé à une œuvre humaine collective. Et ça, c'est le vrai luxe, c'est l'intelligence de la main. C'est des gens qui ont mis tout leur savoir-faire pour rebâtir une cathédrale plus belle encore. Donc au fond, maintenant, quand je regarde la cathédrale, peu importe la foi qui nous anime les uns les autres, je mets ça en dehors, eh bien, je pense à ces 3000 personnes. Je vois, ils ont tous travaillé, parce que je les ai vus. J'ai vu les tailleurs de pierre, j'ai vu les charpentiers, j'ai vu les jeunes femmes qui repeignaient, celles qui retravaillaient le marbre, qui comblaient les morceaux de marbre qui avaient disparu. Donc pour moi, c'est ça. C'est une aventure collective humaine de grand luxe et qui fait appel à tous les savoir-faire ancestraux que la main, dans le monde du luxe où vous allez travailler, eh bien, c'est ce qui va se passer. Vous allez reproduire des gestes qui sont immémoriaux, en y apportant une technologie nouvelle, parce que c'est ça aussi. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet d'aller voir l'exposition au Musée des Arts Décoratifs pour ceux qui s'intéressent à l'orfèvrerie, l'exposition Christophe qui vient d'ouvrir. C'est passionnant parce qu'on voit comment l'électrolyse au XIXe siècle a permis de passer des couverts en argent à l'argenterie, puis ensuite de faire la galvanisation, comme tous ces procédés techniques qui se mettent au service du travail de la main. Et donc, on va découvrir encore de nouvelles choses qui vont permettre, avec l'intelligence artificielle, encore plus. Donc, voilà, j'espère avoir répondu un peu longuement à votre question, qui était longue, donc je me suis autorisé. À vous. Good morning. My name is Sarah. I'm an international financial analyst. I wanted to know, as a public person, how can we improve the arts of storytelling to catch the attention of the public? It's difficult. I won't say it's difficult to be a public personality. I don't know, because you're not conscious of that. You live in your own head, not in the people's eye. But I think you have some obligations. You have to behave in a specific way. It's my opinion. I mean, above all, I'm working for the public service. I'm working for the French TV, as you know, the French public TV. So when you work for the French TV public, you have to behave because you represent something. So the behavior is something very important in life. I mean, in the last years, we have scandals with people working for television behaving very badly in a plane or in a public. I mean, it's disgusting. You can't behave like this because you represent something.
So I do not do it for me, but I do it for, I mean, 1,000 or 2,000 people who are behind the screen. You don't see them, but they want you, because you're on the front line, they want you to behave decently. So it's what I try to do in public. But I think it's very... Si j'essaye de donner ce conseil à tous, je pense que on doit tous se comporter comme ça aussi. We all have to behave like this. Not only public figures, but simple citizens. Because people watch you, they look at you, they judge you. We know that they all judge you. Everybody judges you now on internet, or you know, you have to be very strong today, because with Twitter X or with Instagram, people, if you post a picture, they all judge you. So you have to behave. Well, I've been brought up like this, to behave. So I don't know why. My parents wanted me to behave always at home or outside, so I go on. Hello, my name is Tariq. I'm an M1 MBM. And my question for you is, how do you adapt your communication style to varied audiences in your work? That's a very good point. It's a very good question, because you have to adapt your words and the way you speak to different audiences. When you're on television, of course, you have to speak to the mass media. When you're here, you have to adapt to students. But you have to consider people as they are all intelligent and they can understand everything. Not, you know, I don't speak to people like with a child, you know. I hate that. People telling me, you understand, yes, do you? No, it's awful. So you have to take everybody as intelligent and very high level. But at the same way, you have to use the good words. So for that, you need the vocabulary. That's very good, very important. Because well, I don't want to impress when I'm speaking time to time at the Institut de France, the French Academy, where you have the top level of intellectuals. I don't try to play a role that I'm not able to play. You see what I mean? I mean, I do not try to let them think I'm an intellectual. I'm not. But I try to interest them. You have to catch their attention. That's the main point. How can you catch the attention of the audience? That's the point. Thank you very much. You're welcome. Je suis en Master 1 Marketing et Brand Management. Ma question est la suivante. Quel soft skill vous avez le mieux développé lors de vos recherches? Quel personnage historique vous a le plus fasciné et pourquoi? C'est aussi que des bonnes questions. Ce qui est important, je ne me suis jamais posé la question de savoir quels étaient les soft skills les plus essentiels. Mais c'est en discutant avec nos amis que je me suis, nos amis de l'INSEC, que je me suis dit, tiens, au fond, c'est vrai, il faut peut-être théoriser la chose et se dire, qu'est-ce qui est important? Eh bien, je pense que c'est l'adaptabilité. C'est la chose la plus essentielle. C'est-à-dire, vous adaptez votre langage, vous adaptez votre langage corporel, vous adaptez votre vocabulaire, vous adaptez votre manière de vous comporter en fonction des gens que vous avez devant vous. Et particulièrement en marketing, par exemple, ne serait-ce que quand vous êtes face à un recruteur, vous devez vous adapter, vous devez comprendre ce qu'il cherche, vous devez le séduire. C'est une rencontre, c'est comme du dating, vous voyez, c'est un peu du dating. C'est-à-dire qu'il faut essayer de séduire l'autre. Alors là, il faut séduire chaque personne que je ne vois pas dans le noir, mais c'est important de capter l'attention. Et puis ensuite, dans les personnages historiques, si vous voulez, le roi du marketing, c'était Louis XIV, quand même, le premier qui a fait vraiment du marketing. Parce que les gens ne comprennent pas du tout le château de Versailles. Ils y vont en disant la demeure grandiose et roi. Ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est un showroom.
Versailles. Il faut imaginer Versailles comme un showroom. C'est qu'on a mis là tout ce que la France savait faire au grand siècle, c'est-à-dire au XVIIe. On avait piqué la recette des Vénitiens pour faire des vitres, la galerie des glaces, c'est ça. On a pris les meilleurs peintres, les meilleurs architectes, les meilleurs sculpteurs, les meilleurs jardiniers, le nôtre, etc. Donc au fond, ça c'est le premier roi du marketing. Et c'est comme ça qu'il est passé pour le plus grand roi du monde. Je ne suis pas sûr que c'était le plus intelligent de tous, mais au moins il est passé comme tel. Ça, il a superbement bien marketé son truc. Donc oui, je ne dis pas que c'est mon préféré, mais j'ai une certaine fascination pour lui. Et puis d'autres ont totalement raté, ils ont été de très bons gouvernants et pour autant ils ont raté leur sortie, ou en tout cas ils ne sont pas passés à la postérité. Mais ce qui est important, c'est évidemment, je le dis toujours, il y a le savoir-faire, le fond, et il y a le faire savoir. Et ça, il faut savoir se mettre en valeur. Pas trop, mais pas moins. Hello, my name is Sitini, and I'm also from marketing and brand management. So the question I have is about confidence and composure when you're presenting. I know you're a veteran and you've been doing this for so long, but sometimes I'm confident, but my voice shakes and then I get nervous. So I wanted to know if you have some preparation techniques or tips that we can use before presenting, for example. Well, to be honest, always before I'm in front of an audience, I'm nervous, I'm stressed, of course. Because if you are not, there is a famous word from an actress saying to Louis Jouvet, who was a famous actor, French in the 19th century and beginning of the 20th century. And she said, master, I've never the track is, I'm never nervous. And he answered, oh, you will see when you get some talent. So it's useful. You have to use it, your nervosity, to do the best. So you have to not to be afraid of being nervous or weak or stressed. You have to use it as an ability of convincing everybody, and never forget that they are like you. So it gives you some confidence. And then it comes with the age also, I can tell you, because I'm much more older than you. But it comes with some experience, as I should say. But there's some advices. Drink a glass of water before, and it's good to have take your brace, also brace. It's very important. And then don't forget they're like you, and speak them very easily as friends. They don't want to kill you, they just want to be with you. Thank you so much. You're welcome. Claire, peut-être une dernière question à poser à notre grand parrain des soft skills, avec qui on a vraiment beaucoup de chance d'être aujourd'hui et qu'il est accepté de parrainer notre programme pédagogique. Une question peut-être. Oui, comme on l'a demandé tout à l'heure à nos directeurs pédagogiques, vous, alors maintenant en parlant de vous de façon plus intime, dans votre capacité à développer ces soft skills, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais dans ceux dont nous avons parlé, sur lequel vous vous sentez le plus fragile et en même temps alors soit vous aimeriez le développer, soit vous préférez le cacher. Et comment vous vous positionnez par rapport à des petites faiblesses que vous pourriez avoir le sentiment d'avoir ? On a tous beaucoup de faiblesses, et notamment, ma plus grande faiblesse, c'est cette qui vient avec l'âge aussi, malheureusement, c'est l'empathie. C'est-à-dire que je suis confronté en permanence à des gens qui me racontent des situations désespérantes et désespérées, et j'ai du mal à résister aux larmes. Et je ne les aide en rien en me mettant à pleurer, vous voyez, je ne peux pas les aider, donc c'est contre-productif totalement. Donc j'ai cette capacité, je sais pas, je le vois comme une faiblesse, c'est de m'émouvoir de plus en plus. Peut-être parce que l'expérience montre que, et puis la vie se charge aussi de nous mettre des épreuves douloureuses sur le chemin, et donc on est peut-être plus fragile. Et puis l'autre point où je dois travailler aussi, c'est que
les temps sont plus durs, les temps sont plus âpres, les tentations d'aller voir ailleurs sont plus nombreuses. Je vous parle de soft skills, je vous parle de choses pour j'essaie de partager avec vous quelques éléments qui me permettent de faire mon métier le mieux possible. Mais vous comprenez, quand vous avez un public qui maintenant préfère scroller toute la journée sur son téléphone, aller s'informer sur TikTok ou sur des réseaux sociaux, c'est difficile de vous parler d'histoire, de patrimoine, de ce qui a 1000 ans d'histoire et qui s'ancre dans une réalité tangible. C'est devenu... Autrefois, il n'y avait pas ça. Je ne parle pas du temps où il n'y avait même pas la télévision et où on pouvait parler, on avait que les livres. Mais vous voyez, c'est-à-dire que plus il y a de communication ou de moyens de communication, moins les gens communiquent. Plus les gens ont d'amis sur Facebook, moins ils ont d'amis dans la vie. Et ça me terrifie. Et c'est pour ça que je vous invite à peut-être essayer de faire abstraction de ce monde virtuel, de temps en temps, d'ouvrir un livre, d'apprendre du vocabulaire, de lire. L'orthographe est une chose très importante aussi. C'est ce que j'ai appris. Vous voyez, moi je recrute aussi dans mon monument historique je mets au panier toute lettre avec faute d'orthographe. Une faute d'orthographe, je mets au panier. Je considère que les gens qui veulent travailler dans un monument historique, qui veulent défendre la culture, l'histoire, le patrimoine, bon, écoutez, la moindre des choses, c'est de faire des lettres sans faute d'orthographe. Et ça va être de plus en plus nombreux, parce que la sélection va se faire sur des critères de plus en plus durs. Et c'est à cela que j'aimerais vous alerter. Parce que plus tout le monde est au même niveau, plus on a uniformisé tout le monde, plus il faut faire la différence. Il faut être excellent. Il faut aller vers une capacité de convaincre. Et c'est pour ça que les soft skills sont très importantes, parce que vous pouvez vous adapter, vous pouvez communiquer, vous pouvez... vous voyez, il y a cette façon aussi d'utiliser la voix, d'utiliser le regard, le langage corporel. C'est toutes ces capacités pour communiquer qui vont vous permettre de réussir dans la vie, ce que je vous souhaite aux uns et aux autres. Et pour conclure, je me permettrai, Stéphane, de révéler le conseil que vous nous avez donné en coulisses, qui moi m'a beaucoup marqué, me trotte dans la tête depuis maintenant près d'1 heure. C'est apprenez tous les jours un nouveau mot de la langue française. Oui, vous savez, la langue est le véhicule le plus extraordinaire pour communiquer avec les autres. Vous voyez, je vous racontais en coulisses que est-ce que vous avez envie d'embaucher quelqu'un qui est avachi dans sa tête et dans son comportement? Le ouais, le bof, non. Vous avez envie de quelqu'un de combatif qui va donner le meilleur de soi-même, qui tout d'un coup va utiliser des mots. Et tiens, alors après vous pouvez vérifier qu'on a compris le sens, hein. Mais vous voyez, il y a et je trouve que quand on n'a plus les mots pour s'exprimer, c'est qu'on n'a rien à dire. Si vous avez des choses à dire et à communiquer, il faut que vous ayez les mots qui servent de véhicule à votre pensée. Et pour cela, la recommandation que je fais, ouvrez un dictionnaire, c'est formidable. En plus, vous l'avez au bout des doigts, ça s'appelle un téléphone portable. Vous allez sur l'encyclopédie et partout sur votre téléphone portable. Et ça vous permet d'apprendre un mot joli. Il y a des mots merveilleux de la langue française pour augmenter la capacité d'être entendu et compris. Et vous avez un mot joli de la langue française à nous partager, Stéphane, qu'on ne pourrait ne pas connaître? De tout à l'heure, je dois m'exprimer sur l'antonomase, qui est... Antonomase. L'antonomase. Oh, vous utilisez des antonomases tout le temps. Et qu'est-ce que c'est? Une antonomase, c'est par exemple une silhouette. Une silhouette est une antonomase. Un diesel est une antonomase. Une poubelle est une antonomase. C'est-à-dire que c'est un nom propre qui est devenu un nom commun. Monsieur Silhouette a existé, Monsieur Diesel a existé, Monsieur Poubelle était préfet de Paris. C'est grâce à lui que nous avons donc le ramassage des poubelles. Et donc il a donné son nom à la poubelle. Et il y en a plein, Un iris, dahlia,
Dahlia, et ça vient de Monsieur Dahl, qui... il y en a plein, je sais même plus, j'en ai fait un livre et je dois m'exprimer justement sur le mécénat. Et pourquoi je parle d'antonomase? À cause de Mécène. Mécène vivait un siècle avant notre ère à Rome, était ami de l'empereur Auguste, et il finançait généreusement la culture. Eh bien, l'expression « être un mécène » vient de Monsieur Mécène. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Bern. On peut donc applaudir notre Merci parrain. à tous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé un peu de votre temps, d'être le parrain donc des soft skills. Est-ce que vous serez d'accord de prendre une photo avec nos étudiants? Ah mais avec joie, venez. Qui ont donc été devant la scène comme ça. Sélectionnés pour poser des questions que vous avez dit très pertinentes d'ailleurs. Allez.